Bonjour, bonjour à toutes et tous. Vraiment ravi de vous retrouver pour ce temps autour de Jean-Marie Van Lemberg qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui à Lille sur la Sorgue en provenance d'Arras ce matin. Merci Jean-Marie de nous avoir rejoints, d'être à nos côtés. On est d'anciens collaborateurs parlementaires de Jean-Marie Van Lemberg et aujourd'hui, on a le plaisir effectivement de pouvoir échanger devant vous autour d'un livre dont il a été question dans la petite présentation qui précède, un livre qui n'existait plus dans les librairies puisqu'il était épuisé. Tout avait été vendu et en 15 jours, on a réussi effectivement l'exploit de le faire rééditer spécialement pour ce moment, spécialement pour vous, et donc vous pourrez le trouver à la fin de cette séquence à la librairie, et Jean-Marie sera avec nous pour dédicacer, personnaliser l'ouvrage que vous aurez acquis. On aura l'occasion de parler des grandes phases de cet ouvrage qui retrace des grandes phases de son passage en politique. Mais avant ça, on voulait vous montrer quelques images. Je souhaite saluer notre doyen Jean-Marie Van Lemberg. En effet, sénateur du Pas-de-Calais depuis 2001, il a décidé de mettre un terme le 31 août prochain à son mandat après 24 années passées au sein de notre Haute Assemblée. Dans cette histoire, il y a des convictions. Parmi ces convictions, il y a l'attachement à l'idéal de démocratie sociale. J'ai pour ma part toujours pensé, avec le pédagogue Antoine de la Garandrie, que tous les enfants peuvent réussir. Je ne suis pas sûr de mériter toutes ces louanges, mais je les accepte bien volontiers. Meneur de jeu, c'est ce qui est affiché ici en grand. C'est le titre du livre qui est paru en 2019. Meneur de jeu, c'est une expression qui vient de ta famille ? Oui, c'est une expression, beaucoup ont pensé que c'était une métaphore footballistique, parce que j'aime beaucoup le football, mais pas du tout. C'est lors de mon élection à la mairie d'Arras, un journaliste qui a posé la question à mes parents, et ma mère s'est empressée de répondre, mais ça ne me surprend pas qu'il soit devenu maire, il a toujours été, dès l'enfance, meneur de jeu. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal pour... Vous savez, c'est difficile quand on a écrit quelque chose de trouver le titre. Et puis celui-là me paraissait naturel puisque c'était ma maman qui l'avait effectivement trouvé. Avec David Bourgeois, qui était un de mes prédécesseurs auprès de Jean-Marie comme collaborateur, qui est aujourd'hui adjoint au maire d'Arras. On va justement parler d'Arras. Oui, alors Jean-Marie, c'est Arras. Tout commence, l'ancrage du centre à Arras commence en 1995, mais bien avant, même du temps de Guy Mollet, mais tu nous en parleras. Pourquoi tu as choisi de ne pas suivre Guy Mollet et de te séparer. Ça, c'est très important pour nous. Alors, mes relations avec Jean-Marie sont particulières, puisque, comme l'auteur Cooper, James Fenimore Cooper, le dernier des Mohicans, il se trouve qu'aujourd'hui,
L'autre Mohican, c'est l'actuel maire d'Arras, président de la communauté urbaine d'Arras. Voilà. Je suis le dernier des Mohicans, puisque j'ai participé comme jeune écervelé, mais convaincu, à la victoire de 95. Et ça, c'est très important, parce que avec Jean-Marie, c'est la transmission. Très, très, très forte. 3 mots pour illustrer Jean-Marie. Futur, loyauté, persévérance. Je l'ai toujours entendu dire et tenir ses propos. Et encore ce matin, dans le train. Tu nous nourris. Moi, j'ai envie de dire aussi, à l'heure où la politique est tant décriée ou récupérée par des gens qui disent, qui crient très fort, Jean-Marie, tu es un homme de parole. Tu dis, tu fais. Et je pense que c'est ce que nos valeurs sont, c'est ce que notre doctrine est. Merci Jean-Marie. Merci David. David est un être particulier. Je dis toujours, vous savez, c'est un Alka-Seltzer. Vous le mettez dans l'eau, il est effervescent. Et là, je t'ai trouvé très calme. Pas dans ton naturel. Mais merci de tes propos. Moi, j'ai toujours pensé que nous étions un maillon au centre. Quand on fait de la politique, on est un maillon dans une chaîne qui commence bien avant nous. Et je rappelle que le centre a 100 ans. Et qu'il y aura effectivement, et en tous les cas j'y travaille, des descendants. Il y en a une tout particulièrement qui est ici à mes côtés. Mais enfin, c'est, je crois, la nécessité, si on veut faire croire à la politique, c'est que ce n'est pas une question d'histoire personnelle. On pourrait penser que ça le soit en voyant le livre et en disant meneur de jeu, mais pas du tout. Meneur de jeu, c'est parce que justement, on est là pour transmettre la balle. Et on l'a reçue, cette balle. Elle ne vient pas du ciel. Donc pour moi, j'ai toujours pensé, depuis que je fais de la politique, ça fait maintenant 60 ans, que nous étions un lien avec le passé. Le passé, c'est les grands ancêtres, bien sûr, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais dans le Pas-de-Calais, c'est Roger Poudonçon, Jules Catoire. Ces 2 personnages qui ont joué un rôle important dans la résistance et juste après la guerre. Et depuis, je dis, pour symboliser ça, il y a toujours eu une permanence et un local pour le centre démocrate, pour le MRP avant, pour le centre démocrate, et aujourd'hui pour le MoDem. Et même ma successeur, qui est pourtant Renaissance, Brigitte Bourguignon, occupe ce local et le partage avec nous. Et j'espère bien d'ailleurs qu'elle viendra un jour au MoDem. Rapidement. Bon, donc c'est ça la politique. C'est pas une histoire personnelle. Donc je suis un petit peu gêné de vous répondre ici de façon peut-être un peu savante sur ce que j'ai pu faire. En fait, on agit, on est dans l'action, on a des valeurs, des principes, tu les as rappelés, mais je crois qu'avant tout, si on veut réussir en politique, il faut persévérer. Il y avait 50 ans, en 95, quand nous avons gagné, parce que je n'ai pas gagné tout seul, tu rappelais que c'est toute une équipe de jeunes fantastiques qui étaient autour de moi, qui nous ont permis de vaincre la malédiction. Et je dirais que ça vaut le coup peut-être de s'attarder, mais 1 minute, sur cette élection, parce que je crois que c'est un cas d'école. À Arras, on était depuis des décennies, devant un mur. Les socialistes étaient en place, personne n'imaginait qu'on puisse les battre. Ils étaient présidents du département, présidents de la région, etc. Bon, une citadelle. Et puis, on y a réussi. Mais on a changé complètement de méthode. Au lieu de faire une liste d'union comme on le faisait toujours, j'ai dit, et si on attaquait tous séparément, mais avec un contrat entre nous, que le meilleur, qui arriverait en tête au premier tour, mène l'ensemble de la liste ensuite. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à rassembler le maximum d'opposants. Et on a réussi, non sans mal d'ailleurs, avec quelques coups de couteau dans le contrat, mais néanmoins, nous y sommes arrivés. Et je pense que à tous ceux qui vont s'attaquer à d'autres citadelles, il faut bien réfléchir à la façon d'attaquer le problème, à bien réfléchir à l'ensemble, je dirais, des données
pour pouvoir porter le fer là où il faut et quand il faut surtout. Donc voilà, Guy Mollet, j'étais le plus jeune, le Benjamin, et puis j'ai terminé en étant le doyen de cette assemblée. Bon, bah voilà, le parcours est assez accompli. Un parcours qui est également passé par le Parlement européen, dans un contexte international pour le continent tout à fait particulier. Le premier passage dans les années 80, l'acte unique, ensuite début des années 90, l'Europe change de dimension avec la chute du rideau de fer. Et bien évidemment, il y a eu plein de dossiers que tu as défendus au Parlement européen, mais il y a une initiative en particulier que tu relates dans les détails dans ce livre et qui vaut le coup d'être souligné, me semble-t-il. C'est le fonds pour la... Oui, voilà, le Fonds européen pour la liberté d'expression en Europe de l'Est. Ouais. Raconte-nous un peu cette initiative. Est-ce que vous avez fait avec d'autres de concret? Ouais. Bon, en fait, quand je suis arrivé au Parlement européen, le Parlement européen, j'avais l'impression d'être en colloque permanent. On n'avait aucun pouvoir. Ça a changé depuis, et heureusement. Mais en 86, si vous avez un peu la mémoire historique, en 86, il s'est passé quelque chose d'important. C'est l'acte unique, c'est-à-dire la possibilité pour les Européens de mettre en route le marché commun. Parce qu'on avait signé des traités, mais en réalité, sur le terrain, le marché avait des règles qui étaient effectivement diverses et variées suivant les pays. Et c'était un grand mot que de parler de marché. Donc, avec Jacques Delors, qui, je rappelle, a été un grand président de la Commission européenne, on a avancé d'un grand pas et le Parlement a commencé à être considéré. Et donc, on a, en peu de temps, engagé des actions et le Parlement a pu apporter, je dirais, sa contribution. Elle était encore faible au départ. On n'avait absolument pas, par exemple, de pouvoir sur le budget. Mais j'avais vu que quand même il y avait quelques interstices et qu'on pouvait effectivement obtenir des subventions et donc pour des actions que nous arriverions effectivement à monter, à organiser en Europe. C'est là où je l'ai proposé avec d'ailleurs un ami qui m'était très cher, qui est disparu, qui était Jacques Mallet. On a monté un fonds européen pour la liberté d'expression avec des Polonais pour l'essentiel de Solidarność, qui étaient immigrés en France. Et nous avons organisé différentes actions avec ensuite les Hongrois, avec des Tchèques, avec des Bulgares. Et on a réussi quelques actions assez spectaculaires. Déjà, en 1988, avant la chute du mur, avec d'autres associations, d'autres ONG, on est allé à Cracovie tenir la première conférence internationale pour les droits de l'homme, secrète. Vous imaginez le secret quand il y a 300 ou 500 personnes au total qui se retrouvent dans les cryptes de l'abbaye, dans la crypte de l'abbaye de l'église plutôt de Nova Huta, c'est le quartier des Assiris de Cracovie. Bon, il y avait un colonel qui était au premier rang. Bon, il n'était pas tout à fait Solidarność, mais c'était assez drôle parce qu'ils étaient apeurés. Ils ont essayé d'empêcher que se tienne, de nous ravitailler, etc. Finalement, ça s'est tenu. Et je me souviens, et j'en resterai là parce qu'on pourrait raconter encore bien d'autres anecdotes sur ce sujet, mais d'avoir rencontré des Polonais. C'était des catholiques polonais qui étaient des universitaires et que l'ambassade de France nous avait fait rencontrer, qui nous ont dit, parce qu'on a dit, mais comment vous imaginez l'avenir de la Pologne? Est-ce que vous pensez que Solidarność va réussir à l'emporter? Il dit, c'est pas qu'on pense, c'est qu'on en est sûr. Ouais, vous en êtes sûr? Oui, oui. Dans 6 jours, dans 6 mois, dans 6 ans, mais on est sûr que nous allons triompher parce que nous en sommes convaincus et parce qu'ils étaient persévérants. Et puis, effectivement, j'ai pu voir, c'était pas 6 mois après, mais c'était 1 an après, la chute du mur. Et puis même avant, en Pologne, des élections semi-libres, mais où le parti émanant de Solidarność a emporté
la totalité des sièges au Sénat et la moitié des sièges à l'Assemblée, et donc est devenue majoritaire dans le pays. C'est quelque chose d'assez fantastique d'avoir entendu des gens y croire tellement à cette victoire qu'ils l'ont obtenue. Mais il y avait derrière un grand homme qui s'appelait Lech Walesa et que j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois et d'inviter à Arras. Et c'était assez extraordinaire de pouvoir le retrouver pas mal d'années après avec son expérience et toujours sa foi. Parce que quand je lui ai présenté l'abbaye Saint-Va, qui est devenue, et depuis longtemps, un musée et un centre culturel, il m'a dit: comment? Mais c'est pas possible, il n'y a plus de moines. Mais vous êtes sacrilèges, les Français. Bon, voilà, c'était effectivement Lech Walesa, le créateur et le fondateur de Solidarnosc, celui qui a sans doute bousculé complètement le régime communiste, bien sûr avec beaucoup d'autres, et notamment avec le pape Jean-Paul II. Voilà, ça c'était une expérience très intéressante. Finalement, et je pourrais en dire autant sur l'expérience parlementaire, c'est souvent dans des commissions d'enquête, dans des missions d'information, dans des groupes d'amitié, etc., qu'on fait, quand on est parlementaire, les travaux les plus intéressants et peut-être les plus porteurs d'avenir. C'est vrai que cette visite de Lech Walesa a beaucoup marqué les Arageoises et les Arageois. C'était un moment de partage autour des valeurs européennes qui nous animent très très fort. Il y a d'autres grandes personnalités européennes que tu as rencontrées. En dehors de Lech Walesa, s'il y en avait une qui retiendrait ton attention, dont tu voudrais nous parler, ou nous deux peut-être. Je dirais Simone Veil, bien entendu, puisqu'on a fait liste commune et que j'ai été un des animateurs de sa première campagne en 1984, oui c'est ça, et 1979 même, 1979, il ne faut pas que je me trompe dans les... Enfin, j'ai fait toutes ces campagnes de toute façon jusqu'en 89, malheureusement qui n'a pas été couronné d'un succès fou, mais et puis Jacques Delors avec qui j'avais des relations au-delà de nos différences qui étaient minces d'ailleurs sur le plan politique. J'avais des relations amicales qui tiennent notamment au passé de Jacques Delors quand il était chez Chaban et que j'ai eu des responsabilités à la PEC notamment, etc. Et j'ai noué des relations avec Jacques Delors qui était, on le sait, un grand conseiller social de cette époque. Et Jacques Delors était aussi un ami intime de mon frère et ça jouait évidemment considérablement. Alors sur le Parlement, tu en parlais rapidement, ça ne va pas être simple de résumer peut-être en quelques minutes 24 ans de mandat parlementaire français comme sénateur du Pas-de-Calais de 2001 au 31 août 2025. J'ai eu la chance de t'accompagner sous deux formes différentes comme collaboratrice avec évidemment Anthony et Pierre-Jean. Évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, on s'est retrouvés, on a travaillé ensemble pendant toutes ces années, moi 13 ans. Je voulais savoir ce qui, toi, sur ces belles années de mandat, ce que tu retiendrais, ce que tu as envie un petit peu de délivrer, c'est pas comme message, mais de transmettre. Bon, Parlement français m'a déçu d'une façon un peu générale parce que il n'y avait pas cette coopération auquel j'aspirais, je l'ai rêvé d'ailleurs encore plus fort en 2017, entre le gouvernement et les parlementaires. Il y a eu, je dirais, ça tient beaucoup parfois d'ailleurs à la qualité du ministre, à sa volonté de dialoguer. Mais d'une façon générale, c'est le système présidentiel qui est la cause, pour l'essentiel. On le voit bien d'ailleurs actuellement, les temps changent, on a besoin de dialoguer. J'ai jamais entendu pendant 20 ans
les ministres dire « nous avons besoin du Parlement, il faut que nous nous mettions d'accord avec les parlementaires ». C'était décevant. Parce que j'ai toujours été au centre et que pour moi, je dirais la qualité principale d'un centriste dans la politique, c'est le compromis. C'est d'essayer de rassembler. Je l'ai fait à la mairie d'Arras. J'ai eu même une liste à un moment, enfin la dernière liste que j'ai composée, allait de la droite, pas extrême, mais pas loin, jusqu'au Parti communiste. Et j'avais le secrétaire du Parti communiste dans ma liste. Bon, c'est un peu exceptionnel de pouvoir balayer tout le spectre politique, mais c'est quand même l'ambition qu'on doit avoir si on veut rassembler, si on veut agir pour que, effectivement, les Français soient réconciliés avec la politique. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce que nous avons dans notre ADN. Donc j'ai essayé partout de le faire. Donc, premièrement, au Sénat, j'ai toujours été au groupe centriste, premièrement, et toujours essayé de lancer des ponts avec nos voisins socialistes, LR, UMP à une autre époque, etc. Et deuxièmement, je me suis rendu compte que si on voulait peser un peu, il fallait devenir spécialiste. Parce que là, on peut commencer à être un petit peu entendu dans les cabinets ministériels, surtout quand il y avait une difficulté. Donc, je me suis spécialisé sur les affaires sociales, et en particulier le budget de la sécurité sociale, et je suis devenu rapporteur général du budget et des affaires sociales pendant 7 ans. Donc, j'ai pu, là, vaincre un petit peu cette difficulté que je rencontrais en tant que simple parlementaire et que rencontrent les parlementaires. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, et ça tu l'as vécu aussi Isabelle, c'est qu'on est encore plus efficace quand on peut présider ou être rapporteur d'une mission d'information, d'une commission d'enquête. On l'a vu sur l'affaire Betharam, jusqu'où ça peut mener. Mais si on reste sérieux en tant que parlementaire, et au Sénat on l'est, eh bien, on peut faire des choses intéressantes. Moi, j'ai présidé la mission d'information sur l'amiante. Eh bien, je peux vous dire qu'on est arrivé à faire l'unanimité, quasiment, et à faire passer un certain nombre de propositions dans la loi et dans les pratiques. Aujourd'hui, bon, déjà l'amiante était interdite, mais on avait le désamiantage et il n'y avait aucune protection. On a obtenu effectivement que ça soit sérieusement revu et qu'aujourd'hui, on ne puisse plus attraper effectivement le mésothélium, le cancer de l'amiante, en désamiantant, parce qu'il suffit d'une petite poussière pour pouvoir attraper effectivement cette saloperie qui s'appelle le mésothélium. Et deuxièmement, on a accru considérablement les frais dédommagement pour les victimes de l'amiante, avec le FIVA dont on a augmenté effectivement les dotations. Donc vous voyez, là on est dans le concret et on répond à des attentes de la population. Deuxième exemple, c'est sur l'aide à domicile. J'ai fait un rapport avec un collègue sénateur communiste, mais qui a été immédiatement transcrit dans la loi par une ministre socialiste. Donc, je veux dire, et on a accru effectivement les dotations pour l'aide à domicile, qui sont encore insuffisantes d'ailleurs. Parce que véritablement, il y a un gros sujet, il y a un gros problème, c'est la dépendance qui ne fait que s'accroître avec le vieillissement de la population. Et donc ça, on a soulevé un problème et on a apporté des solutions. Et je pourrais comme ça dévider un peu. J'ai présidé une commission sur le revenu universel. Bon, le sujet a été véritablement dévalorisé par Hamon, qui s'en est saisi maladroitement. Mais sinon, c'est un sujet d'avenir.
Pour moi, il va falloir, on peut le faire par étapes d'ailleurs, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut simuler plus facilement parce qu'il y a le prélèvement à la source. On butait là-dessus, on voulait qu'il y ait une expérience. Et donc on peut le faire. J'avais réussi à rassembler tout le monde, des communistes à la droite, avec un rapporteur qui était socialiste, qui était mon ami Daniel Percheron. Donc c'est assez étonnant. On arrive comme ça, dans ces commissions et ces missions d'enquête, à faire un travail qui est assez valorisant, gratifiant pour ceux qui y participent. Je laisse à Pierre-Jean, non pas le mot de la fin, mais la dernière question. Jean-Marie, je voulais vous remercier de m'avoir accepté dans votre équipe, le jeune étudiant ch'ti, récemment ch'ti que j'étais, de m'avoir fait découvrir le Pas-de-Calais. C'est plus de 900 communes, c'est le département où il y en a le plus. Et puis sa magnifique côte maritime, le bassin minier avec ses gens incroyables, les villes du Nord superbes, à commencer par Arras, puis sa plaine agricole et rurale qui est l'une des plus fertiles du pays. Merci aussi d'avoir accepté de répondre à toutes les questions que je pouvais avoir, alors jeune étudiant dans le TGV entre Arras et Paris, et donc de répondre à une nouvelle question avec nous aujourd'hui. Quand on lit vos mémoires, meneurs de jeu, on est frappé par votre foi dans la démocratie sociale. On voit que c'est une conviction que vous avez eue très jeune, dès votre enfance, dans le bassin minier, à Bully-les-Mines, avec l'expérience de votre père. Et vous avez vu que face à ceux qui prônent l'affrontement permanent, le conflit de tous contre tous, eh bien, une voie de passage, une voie de dialogue, de responsabilité partagée. Et comme un signe du destin, la dernière question au gouvernement que vous avez posée, vous l'avez posée au Premier ministre François Bayrou, que vous aviez d'ailleurs quelques décennies auparavant accueilli vous-même au CDS, et vous l'avez posée sur la question de l'avenir de notre système de protection sociale. Alors ma question, c'est quel regard vous portez aujourd'hui sur le dialogue social, et puis une question d'avenir aussi. Comment est-ce que nous devrions, nous, au mouvement démocrate aujourd'hui, eh bien, imaginer l'avenir du dialogue social et sa place dans notre démocratie? Écoute, merci Pierre-Jean, parce que tu fais les questions et les réponses d'ailleurs. C'est formidable. Il est éloquent, hein, Pierre-Jean, formidable. Je pense que c'est vrai que j'ai ouvert la porte à François Bayrou il y a maintenant 50 ans, et c'est lui qui est venu fermer la porte lors de la dernière question. Alors là, on est dans le hasard le plus total. Faut quand même. Mais j'ai écrit, voilà, justement, en exergue de ce livre, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, ça s'est vérifié, mais franchement, on peut se dire, c'est un coup monté. Mais qui pouvait imaginer que j'allais quitter, parce que c'était quand même un peu prémédité, le Parlement, au moment où François, je rappelle qu'on n'a pas eu de Premier ministre depuis 1958. Je l'espérais beaucoup pour François, mais depuis longtemps. Mais là, que ce soit à ce moment-là, pour moi, c'est formidable. Alors, bon, je réponds à ta question, l'autre question. Parce que, en fait, c'est maintenant que, je dirais, tout va se jouer. Parce que la France est en difficulté, parce que la démocratie est en danger, parce que, effectivement, je dirais, on a un potentiel, mais que certains veulent mettre par terre. Je le dis franchement. Ils n'en ont pas conscience, pour certains, sans doute. Je ne leur mets pas quand même... je crois que toutes les turpitudes ne sont quand même pas dans la nature, mais je dis qu'il faut réagir. Et si ce n'est pas au centre, venant de nous, avec nos valeurs, nous, les démocrates, ben ça ne se fera pas. Ne nous faisons aucune illusion. Et ce n'est pas l'interview du Premier ministre actuel qui me rassure sur la capacité qu'ont nos amis. Hein, je souhaite qu'ils puissent réussir, mais je ne crois pas que d'où ils sont, d'où ils parlent, compte tenu de leur expérience, compte tenu de leur passé, ils aient la capacité à convaincre durablement qu'il y a là une voie de rassemblement et d'avenir. Moi, je crois qu'il y a des pistes, hein,
parle du social, c'est évident que le modèle social est en difficulté. S'il est financé que par des cotisations, il est mort. Il est mort, parce qu'on ne pourra pas continuer effectivement dans le système démographique qui est le nôtre, avec moins de naissances, à financer de plus en plus de vieux, de retraités, dirons-nous. C'est tout simple. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et la solution, c'est Rocard qui l'avait trouvée d'ailleurs, qui l'avait imaginée. C'est la contribution sociale généralisée, la CSG, il faut qu'on s'en serve. C'est un outil, et si c'est pour le geler, il ne sert à rien. Donc il faut débloquer la CSG pour redonner d'ailleurs, et c'est ça l'enjeu, et c'est ça le contrat social qu'on doit proposer, pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés. C'est évident. Si on prend un petit peu aux retraités les plus aisés, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Je crois que il faut essayer de bien expliquer ce que nous pouvons faire comme ça. Certains parlent de TVA sociale, on l'a au Sénat et en particulier dans notre groupe toujours défendu avec Jean Arthuis. On sent bien que c'est compliqué, ça bloque, et pourtant c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mettre un point de plus pour faire payer les importations finalement, les fabrications à l'étranger pour l'essentiel. C'est pas une mauvaise idée, mais ça va être compliqué. Donc pour moi, je pense que la CSG est une voie nécessaire pour pouvoir débloquer le pouvoir d'achat qui est évidemment aujourd'hui trop faible, où il y a des travailleurs pauvres. Deuxièmement, pour illustrer ça, c'est sur les retraites. On était là à deux doigts de conclure. Moi, je ne comprends pas l'entêtement des uns et des autres à vouloir maintenir 64 ans. Je suis là, je déflore un sujet peut-être et que certains ne seront pas d'accord. Mais je dis, certains veulent suspendons la réforme. Je dis chiche, on suspend, on est à 63 ans. On suspend, mais je parle à la CFDT, vous avez toujours été partisans de jouer sur la durée de cotisation. Et on met 1 an, progressivement, de cotisation supplémentaire. Ça a exactement le même effet qu'une année de plus dans l'âge de départ. C'est exactement le même effet. C'est un effet différé, légèrement, mais en tous les cas, on a les mêmes sommes. Donc, je dis, la solution, elle est là. Et puis, deuxième solution que je préconise et j'ai écrit un peu partout à tout le monde, je dis, laissons les partenaires sociaux gérer le système privé. Parce que les retraites, c'est les privés, 80% de salariés, le public, et puis les libéraux. Libéraux, laissons ça tranquille, ça marche. Ça marche, c'est équilibré. Le vrai problème, c'est la fonction publique. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a plus assez de fonctionnaires pour payer les retraités. Donc il faut trouver d'autres solutions. Le Québec a trouvé les solutions. Le Québec a trouvé les solutions. La solution, c'est on emprunte sur les marchés. Et nous, on est quand même les champions là-dessus, parce qu'avec le livret A, on emprunte et on paye 2,5% actuellement. Mais on peut placer à 5, 6, 7% dans les bonnes années. Le différentiel sert à payer les retraites de la fonction publique au Québec. Alors, il faut du temps. On ne monte pas un fonds de placement et un fonds de pension aussi vite que je le dis là, mais sur 20 ans, on éponge complètement le problème du paiement et on désendette l'État sans doute durablement. Donc voilà, vous voyez, il y a des solutions. C'est curieux, j'en parle par exemple avec le ministre des Finances, il me dit c'est une très bonne idée. Je l'ai sans doute, il l'a sans doute aussi en tête, mais je ne vois rien venir. J'en entends pas parler. Mais si nous n'en parlons pas, personne ne soulèvera. Donc je vous demande, notamment aux plus jeunes, de repartir à l'assaut sur ces questions qui sont des questions essentielles au cœur du projet de société qui est le nôtre. On pourrait les vider comme ça longtemps. Et un autre sujet sur lequel je voudrais conclure, si c'est possible. Je crois que c'est l'heure.
Je crois que si les centristes ne se rassemblent pas, ça c'est une idée que je porte depuis longtemps, j'ai contribué au rassemblement du Centre démocrate et du CDP. Je sais comment ça s'est passé. J'ai contribué à la réalisation de l'UDF. J'étais aux premières loges. Je pourrais vous raconter ça dans le détail, ça serait trop long. Mais je dis, c'est le moment. On vient de créer les démocrates, faisons l'union des démocrates. Avec l'UDI, pour commencer, ce sont nos frères, hein. C'est nos voisins. Hein. Hervé Marseille, c'est mon frère pour moi. Ça fait 50 ans qu'on travaille ensemble. Je le connais par cœur, comme lui me connaît par cœur aussi. Et on s'aime bien, et on rigole bien, en plus. Donc, en effet, pour s'entendre, je dis, il faut que les démocrates, que les centristes s'unissent, sinon, ce qui va se passer, c'est en 2027, on sera vendu à la découpe. Tous les candidats viendront piocher dans nos rangs, bien sûr les plus valeureux, les plus méritants, et ils auront la tentation, évidemment, de partir au plus offrant. Alors je dis de grâce, il est encore temps de réunir tous les démocrates. C'est indispensable et la France en a besoin. Un grand merci Jean-Marie, un grand merci pour ce temps que tu viens de partager avec nous. Jean-Marie, c'est aussi celui qui a tracé le sillon de nombreux élus dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. Je voudrais les inviter à venir sur scène, ceux qui viennent du Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. Rejoignez-nous, s'il vous plaît, pour la photo de famille, avec Patrick, avec Maude. Rejoins-nous également pour cette photo. Rapproche-toi, Jean-Marie. Mets-toi au centre, toujours. Et Marc. Alors, François est là. Et il regarde le rythme. Oui, mais j'écoutais du fond de la salle. Ah ouais. Elle est bien là. L'union des démocrates, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ah oui. Vous pouvez retrouver Jean-Marie en dédicace dans un instant. Merci à vous.